À la suite de ces enquêtes pour justement mettre en valeur cette construction, cette unification rituelle qui a précédé cette unification militaire, eh bien, lors d'une première mission vers l'ouest du Népal, j'étais surprise de voir que dans cette région où la population qu'on appelle des Khas, qui sont uniquement des hindous, il n'y a pratiquement plus de tribaux dans l'extrême ouest du Népal, on trouvait des outils d'un type différent que ceux qu'on trouvait dans le centre du Népal. Évidemment, il y avait un paradoxe, puisque dans la thèse de Philippe Sagan, eh bien, ces populations tibéto-birmanes n'avaient pas l'usage de l'araire en particulier et l'avaient adopté et avaient commencé à enterrasser leurs terres en fait quand ils sont rentrés en contact avec les gens de haute caste. Et c'était intéressant de voir que dans ce qui était la région considérée comme le berceau d'origine de cette population qui aurait migré tout au long de ces moyennes montagnes d'ouest en est, eh bien, on trouvait précisément des araires d'un modèle différent. Et donc, en association avec d'autres anthropologues, avec Pascal Dollfus, spécialiste du Ladakh et de l'ère tibétaine, et Olivia Aubrio, qui est agronome et géographe, on a décidé de faire une carte de cet outil, l'araire, sur l'ensemble de la chaîne himalayenne. Et donc, ça n'a pas été vraiment un programme financé, mais c'est un programme qui a très bien fonctionné, puisque finalement, on a demandé à tous nos collègues anthropologues et géographes travaillant dans diverses régions de nous envoyer des photos de l'araire du village ou de la région où ils travaillaient, et aussi, si possible, des croquis, le vocabulaire technique pour ceux qui l'avaient relevé, ce qui nous a permis justement de dresser la carte de cet outil et de nous poser des questions assez intéressantes, puisque on s'apercevait finalement que dans les régions habitées par des groupe de langue tibétaine, on avait un outil qu'on appelle monobloc, parce qu'on avait toute une nomenclature déjà prête, dressée en partie par Audricourt et son fameux travail sur l'araire et les charrues à travers le monde, et puis raffiné par un auteur indien pour le sous-continent indien. Donc c'est vrai qu'on avait déjà les outils pour relever rapidement la structure de cet araire dans les différentes régions et les groupes ethniques. Et on s'apercevait donc que c'est dans ces régions où il y a très très peu de ressources ligneuses que finalement ils utilisaient un outil de bloc qui demande en fait d'abattre un arbre en entier, puisque c'est taillé dans un tronc et une branche, et qu'on avait dans l'ouest du Népal, des formes très archaïques d'araire, ce qu'on appelle des manchettes, qui sont de très très gros outils, dont même le soc, en fait, n'était pas en fer encore dans les années où on a travaillé. Maintenant, je sais pas, ça a pu évoluer en 2 décennies, mais en bois durci par le feu. Et donc, l'intérêt par rapport au rituel qui justement semblait s'être beaucoup propagé, avoir unifié avant l'unification militaire, c'est qu'on pouvait montrer que dans le domaine de la culture technique, il y avait des identités régionales très très fortes
qui marquait encore là des anciennes limites territoriales qui, pour l'une d'entre elles, était en fait remontait, on va dire, au Moyen-Âge, quoi, puisqu'on avait un bloc d'outils dissemblables dans une région qui correspond à un ancien empire, l'empire des Khas-Mala, qui s'est effondré vers 1378 à peu près. Donc, la limite de l'outillage est encore absolument perceptible. On peut en faire la carte. Et puis, cette hypothèse, on peut vraiment l'étayer dans certaines régions où on voit qu'une toute petite rivière très franchissable, mais qui marquait la limite entre deux anciens royaumes un peu plus tardifs que l'Empire, ceux qui ont succédé à cet empire, eh bien, elle est marquée par l'utilisation d'un outil qui n'avait pas du tout la même forme, avec des gens de part et d'autre de la rivière qui sont tout à fait au courant du type d'arrière qu'utilisent leurs voisins d'en face, mais qui ne le fabriquent pas, ne l'utilisent pas pour autant. Et il nous a semblé que c'était très important aussi de constituer ce type de cartographie qui peuvent être utiles en fait non seulement aux anthropologues pour comprendre sur quoi se fixent aussi les identités régionales et politiques, puisque là ce sont des entités politiques au sein d'une même population parlant la même langue, mais ça pouvait aussi être intéressant pour les archéologues qui eux en fait n'ont plus que accès à cette culture matérielle et voient aussi des frontières très nettes à des endroits qu'ils ne peuvent pas toujours expliquer. Donc voilà. Donc ça a été une deuxième entreprise collective, encore beaucoup plus collective que l'étude du rite de renouvellement du pouvoir, puisque c'est une cinquantaine de chercheurs, en fait, au moins, qui y ont contribué. Et en fait, à cette époque où moi j'ai fini ma thèse donc à la fin de 90, je l'ai soutenue en 91, le Népal, qui avait été considéré jusque-là comme un havre de paix, il y avait eu un peu de violence politique dans les années 40 et 50. Dans les années 40, en fait, il y a eu la formation de partis politiques en Inde, mais créés par des Népalais, donc sur le modèle des partis politiques indiens, mais avec finalement une configuration assez différente, puisque et encore aujourd'hui, on va dire, c'est la même division. Le Congrès, qui en Inde est un parti plutôt progressiste de gauche, quoi, est au Népal un parti conservateur. Et l'opposition au Népal est formée par tout un ensemble de partis qui se réclament du communisme, du marxisme-léninisme jusqu'au maoïsme. Et donc, ces partis qui avaient contribué à renverser les premiers ministres, mais bon, c'était quand même surtout l'intervention du premier ministre indien, Nehru, qui avait été vraiment très importante, Nehru avait remis en place en 1950 les souverains Shah de Gorkha sur leur trône avec comme charge de réintroduire une démocratie face donc à ce pouvoir dit autocratique de ces premiers ministres Rana, qui était une famille qui avait s'était accaparé toutes les richesses, s'était fait construire des palais extraordinaires et qui avait importé toutes les dernières technologies au Népal, mais en fait essentiellement à leur usage propre. C'est-à-dire que le Népal était un des premiers
pays d'Asie à avoir l'électricité, mais c'était essentiellement pour éclairer les palais de ses premiers ministres. Et la population venait voir ça comme un sujet d'émerveillement, mais n'en profitait pas du tout d'eux-mêmes. Ils avaient fait construire des téléphériques, des routes, ils faisaient venir à dos d'homme des voitures, des Bentley, des voitures très très luxueuses. Et il y a eu tout un faste de cette famille Rana qui a été très très décrié, et on s'attendait à ce que les souverains chahs réintroduisent la démocratie telle qu'elle était entendue en Inde, c'est-à-dire fondée sur des partis politiques. Et donc en fait, les conflits sont très vite nés entre les partis politiques et le souverain. Et bon, ce n'est pas le souverain qui a été remis en place, mais c'est son fils qui, donc en 59, va faire ce qui a été décrit comme un coup, va reprendre les pleins pouvoirs et interdire les partis politiques. Et en fait, mettre en place un système qu'il a appelé les panchayats, ce qui désigne les conseils de village. Et en fait, c'était un souverain donc, qui s'appelait Mahendra, quelqu'un on va dire, avec beaucoup d'idées, et des idées qui ont séduit l'Inde, puisqu'en fait, le Népal, étant un pays enclavé, très très fortement dépendant de l'Inde, surtout à l'époque où il n'y avait pratiquement pas de communication avec la Chine communiste, ne pouvait pas entreprendre de grandes réformes sans que ça soit validé par l'Inde. Et en particulier, il a présenté son système comme un système en fait non aligné, qui ne s'inspirerait pas d'une démocratie occidentale, mais vraiment de formes traditionnelles de démocratie locale, où il y aurait donc des élections universelles à l'échelle des villages, pour des représentants qui seraient issus donc, de cette localité, mais ne seraient pas affiliés à un parti politique. Et puis ces élus, à leur tour, allaient voter pour d'autres qui allaient former une sorte de parlement qui siégerait donc dans la capitale pour prendre des décisions plus importantes. Et le roi restait à la tête de cet ensemble pyramidal, mais finalement, ce système des panchayats, donc, il a été introduit en 1960 et il a duré jusqu'en 1990. Et il a apporté quand même une grande stabilité politique au Népal. Alors, il a été très décrié à partir de 90, quand il a été aboli. Il a été décrit comme une période de pouvoir royal absolu, etc. Bon, je pense que ce n'est pas tout à fait exact, et qu'en fait, il s'agissait quand même d'une révolution, puisque ce dont on s'aperçoit, surtout pour ceux qui ont fait du terrain dans les villages, c'est que ça a fait une inversion du sens du pouvoir. C'est-à-dire que jusqu'à cette réforme, les chefs de village, et ce monsieur donc, qui détenait le sabre du roi local, eh bien, il y avait une reproduction. C'est-à-dire que de la même façon que le roi local lui déléguait son pouvoir en lui donnant un insigne de pouvoir, ces chefs avaient été reconfirmés dans leur position par les rois après la conquête militaire. Et donc, en fait, il y avait eu une très très grande continuité. Et c'était toujours au titre d'un pouvoir royal situé ailleurs qu'ils avaient le pouvoir local. Quand les panchayats ont été introduits, eh bien, avec le système des élections, couplé à une réforme administrative qui a fait que là où il y avait 4 à peu près, ou 3 ou 4 anciens territoires de chefs, on a fait une seule localité, donc des localités beaucoup plus vastes, eh bien
on a vu d'abord un peu des combats des chefs, de ces anciens chefs, voulant tous être élus maires. Bien souvent, ça a été le cas. Ça a été un de ces anciens chefs qui a été élu démocratiquement. Mais l'inversion vient du fait qu'il représentait le peuple et non plus le pouvoir royal. Et donc, ça a été une réforme vraiment très très importante parce que finalement, il y a eu des chefs et des populations associées à ces anciens chefs qui se sont considérés comme des victimes, comme des perdants dès cette époque-là. Et bien souvent, c'était ceux qui habitaient plus en altitude qui étaient moins fortunés, puisqu'ils n'avaient pas accès à la culture du riz, du coup souvent aussi moins éduqués, tout se combine un petit peu, et on verra que c'est eux aussi qui sont devenus révolutionnaires et maoïstes, et donc ces réformes, même des années 60, ont eu des répercussions très longtemps après, puisque finalement, comme c'est resté stable pendant à peu près une trentaine d'années, les conflits n'avaient jamais été réglés. Mais en fait, à la fin de l'année 90, les étudiants qui, au Népal, en fait, étaient principalement issus de l'élite urbanisée et qui avaient déjà manifesté leur opposition à ce régime sans parti à la fin des années 70, ce qui avait été réglé par un référendum, eh bien, ont repris un mouvement d'opposition visant donc à la création de partis politiques. Et ils ont organisé des manifestations dans la capitale uniquement. Il y a eu quelques petites manifestations en dehors, mais c'est vraiment resté très réduit. Et le souverain, eh bien, sans qu'on comprenne bien pourquoi, a finalement cédé à cette pression étudiante et a déclaré donc qu'il mettait un terme au système des panchayats, qu'il rétablissait les partis politiques et il a annoncé la promulgation d'une nouvelle constitution, donc multipartiste. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu, on va dire de nouveau, un monde en effervescence, des jeunes absolument passionnés par la politique. C'était quelque chose qu'ils découvraient tous, puisque 30 ans, c'est assez long, et ils n'avaient eu en tout et pour tout qu'une expérience de même pas 10 ans de multipartisme. Et donc, ça a vraiment enflammé les esprits. Et c'est vrai que le droit d'association était très limité pendant la période des panchayats, que ce soit pour un parti politique, mais aussi pour un syndicat ou pour tout type d'association, et que l'association est devenue vraiment eh bien, une forme d'activité sociale et politique très 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 développée, que ce soit pour ce qu'on appelle des ONG, hein, il y a eu une explosion de création d'ONG dans le pays, mais également on a vu dès 1991, hein, donc la promulgation de la Constitution, les groupes qu'on appelait ethniques ou tribaux jusque-là s'organiser en association et créer une association parapluie ou fêtière pour regrouper l'ensemble de leurs associations. Et donc, ils sont devenus puissants et ils ont présenté des revendications. D'abord, ils ont commencé à s'autodéterminer à partir de cette époque et à refuser d'être considérés comme une caste, comme un groupe de même nature que les autres groupes, en forgeant un néologisme pour s'autodéterminer, donc qui est le Janjati par rapport au Jati qui désigne la caste et le groupe ethnique au Népal. Et puis, ils ont eu des revendications linguistiques, demander à ce que leur langue soit utilisée dans les médias, à l'école, etc. Ils ont eu des revendications
en termes de réservation, qui n'ont pas vraiment obtenu, et puis des revendications territoriales. Ça a été, on va dire, le point le plus extrême, demander à avoir chacun une autonomie territoriale sur une partie du pays, sachant qu'il y a très très peu de régions au Népal où l'habitat n'est pas totalement mélangé. Hein. Donc ça posait évidemment des problèmes et on est arrivé à un point où le mouvement était pratiquement, s'inspirait des mouvements anticolonialistes, mais dans une configuration un peu particulière, puisque là, les colons étaient des hindous et on leur demandait de quitter le pays, en tout cas par écrit dans les publications, qui ont toujours été beaucoup plus virulentes que les actions qu'ont pu mener ces activistes. Mais à partir donc de 91, ces Janjatis, donc qui ont traduit au départ leur appellation par le terme venant de la Chine de nationalité, et puis on finit par adopter peuple indigène sur un modèle plus international, eh bien, ils ont réussi à, on va dire, forcer le gouvernement népalais à reconnaître l'existence de deux formes d'organisation sociale au sein du territoire népalais. Et ils ont eu évidemment une influence très importante, puisque de façon concomitante, la caste et toutes ces règles ont été beaucoup décriées, là, en particulier par ces auteurs, ces activistes indigènes qui nous ont montré, en utilisant surtout une méthode de matérialisme historique, que tous les traits culturels qui se rattachent aux hindous et au système des castes, en fait, dataient du stade esclavagiste, tandis qu'eux se rattachaient à une période de l'histoire beaucoup plus ancienne, où régnait l'égalité, voilà, avec ce mythe du bon sauvage. Mais ce faisant, ils ont forgé un concept très destructeur qui est celui de Baunvad, qu'on peut traduire en français littéralement comme brahmanocratie. Et là où, bien sûr, tout le monde sentait que les brahmanes étaient surreprésentés dans l'administration, dans les partis politiques et dans beaucoup de secteurs. À partir du moment où le terme a été forgé, ça fait un peu penser aux réflexions qu'avait Bourdieu justement sur le concept de paternalisme, où il explique que les pratiques étaient sans doute pas toujours bien vécues, mais tant qu'il n'y avait pas eu vraiment un mot pour désigner ce type de relation, eh bien c'était plus acceptable que lorsque on a pu vraiment nommer la chose. Et donc, avec l'idée de brahmanocratie, eh bien, les brahmanes ont dû changer en fait de stratégie, de politique, et c'est assez intéressant de voir que c'est à peu près au même moment qu'on va voir pour d'autres raisons l'essor du mouvement maoïste dirigé par deux brahmanes qui justement vont faire de leur programme premier l'égalité de tous, la société sans classe, etc. et totalement faire abstraction de leur propre statut de caste, allant jusqu'à encourager la consommation des produits interdits, etc. Donc voilà pour cette séance.